Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va résoudre un exercice d'électrostatique. Et aujourd'hui, nous voulons calculer les champs électrostatiques créés par un fil infini et également un plan infini à partir du fil infini. Donc, on dit que l'exercice nous dit d'abord que soit un fil infini d'axe OZ, un fil infini d'axe OZ uniformément chargé par une densité linéaire de charge lambda. Maintenant on cherche plutôt l'expression du champ électrostatique créé par cette distribution là en un point M de l'espace. Et pour la première question, on demande de choisir le système de coordonnées adéquat pour utiliser cette distribution. Donc on commence avec la première question. On veut le système de coordonnées. Système de coordonnées adéquat. Donc, comme j'ai toujours dit, en fait, si vous avez regardé les vidéos précédentes, comme on vous dit, on a un fil infini, on sait que géométriquement, un fil est équivalent à un cylindre. Je vois, géométriquement, géométriquement, un fil est équivalent à un cylindre. Maintenant, d'épaisseur très faible. C'est-à-dire que l'épaisseur du cylindre est très faible. Donc, on utilise un système de coordonnées cylindriques lié à quoi? R θ Z pour cette distribution. Donc, on a dit qu'on pourrait utiliser un système de coordonnées cylindriques pour cette distribution. Et donc, on a fini de répondre à la première question. Donc, on passe à la deuxième question. Et la deuxième question, on demande d'étudier les invariances et les symétries pour la distribution et de déduire la direction et les variables. Donc, on a étude. Donc, on commence d'abord avec l'étude des invariances. L'étude des invariances. Vous savez d'abord que quoi? Puis on a défini un système de coordonnées cylindriques pour notre étude, c'est-à-dire que le champ E là va dépendre de tout ça. C'est-à-dire que le champ E, l'expression générale du champ E là, c'est égal à quoi? E, c'est-à-dire qu'on a une composante qui sera à fonction des trois variables R, θ, Z liées à E, et puis on a choisi les coordonnées cylindriques pour cette étude. Plus également une autre composante qui a les trois variables suivantes E, θ, et une troisième composante qui a également les trois variables suivant EZ. Et je vois. Donc, ça c'est, normalement, ça c'est l'expression générale, en fait, du champ électrostatique qu'on obtient. Maintenant, à travers l'étude des invariances et des symétries, on va pouvoir, par exemple, soit éliminer θ, Z ou R. Vous voyez. Donc, ce qui va faire que l'expression sera plus simple. Donc, on commence avec l'étude des invariances. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude des invariances? Par exemple, on sait que lorsque je vais essayer de représenter, en fait, un fil là, puisqu'on veut le champ électrostatique créé par un fil infini. Donc, voici, par exemple, un fil qui est là. Et donc, vous savez que quel que soit en fait la partie du fil que vous avez, puisqu'on découpe le fil en plusieurs éléments, on découpe le fil en plusieurs éléments, et DL par exemple, voilà, en plusieurs éléments DL, et chaque élément DL va créer un champ DDE. Donc, quel que soit en fait par exemple, ici, on peut dire que ce fil-là a pour axe, par exemple, OZ. Donc, par exemple, on peut dire que quoi? Quel que soit en fait la partie du fil que vous allez prendre, le champ est invariant. C'est-à-dire que le champ reste invariant par translation sur OZ. Ça veut dire que lorsqu'on bouge sur le fil, en fait, là, le champ reste invariant. Donc, on va dire que quoi? Et on a invariance. Donc, en fait, c'est une expérience. Comment je dis ça? C'est prouvé expérimentalement. Donc, c'est pour ça, en fait, on utilise directement. Voilà. C'est quelque chose qui a été prouvé expérimentalement. Donc, on peut dire en même temps, on a invariance du champ E par translation OZ. On a invariance du champ E par translation OZ. Donc, en fait, on élimine la variable Z. Donc, on élimine la variable
c'est que, en fait, la variable Z, là, ne va pas influencer sur notre champ. Elle se voit puisque, et lorsque le champ E varie, voilà, Z ne varie pas. Donc, ça veut dire que, lorsque, en fait, on change, en fait, plutôt Z, lorsque Z varie, le champ E ne varie pas. Elle se voit. Donc, c'est comme si, en fait, le Z, là, en fait, ne va pas nous servir ici. C'est comme si on peut éliminer Z dans notre expression. Et donc, puisqu'on a choisi un système de coordonnées 4 et cylindrique, c'est-à-dire que, soit on peut avoir une translation suivant OZ, ou bien une rotation, puisque θ ici, c'est un nombre. On peut faire une rotation autour de notre axe. Donc, on remarque également, expérimentalement, ça a été prouvé que lorsqu'on fait une rotation autour de l'axe OZ, là, le champ E reste invariant. Donc, c'est aussi expérimentalement. Donc, on a invariance du champ E par rotation autour de l'axe OZ. Donc, comme ici, et la rotation concerne θ, ça veut dire qu'on élimine, bon, ici c'était Z, on élimine en fait la variable θ. Donc, on élimine la variable θ. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si finalement, l'expression du champ E qu'on va obtenir là. Donc, c'est comme si en fait E devenait en fait quoi? C'est comme s'il allait rester tout simplement R. Donc, ER plus E, ER, Eθ plus ER, EZ. Maintenant, on va prendre maintenant étude des symétries. C'est l'étude des symétries qui nous permet par exemple de supprimer l'un des vecteurs, c'est-à-dire soit ER, Eθ ou EZ. Donc, on étudie maintenant l'étude des symétries. Donc, quand j'ai dit l'étude des symétries, ça veut dire que quoi? Puis on parle de symétrie, ça veut dire que normalement, comme on a dit en fait, le fil est équivalent à un cylindre. Donc, voici une image que j'ai fait apparaître ici pour essayer d'expliquer en fait un peu, voilà, l'étude des symétries. Ça veut dire qu'on considère en fait un cylindre, comme on a dit, le fil là est équivalent à un cylindre. Donc, on considère un cylindre et on essaie de diviser en fait ce cylindre là de manière symétrique, maintenant, de toutes les manières possibles. Vous voyez que lorsqu'on a un cylindre, soit on peut le diviser de manière verticale, donc cette partie, vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est un plan symétrique qui divise notre cylindre de manière verticale. Et ce plan là en fait c'est quoi? C'est dirigé par le vecteur ER, EZ, puisque un plan est défini par deux vecteurs. Ouais. Donc pour le premier plan vertical qui divise notre cylindre est formé par les vecteurs ER, EZ. Et le deuxième plan avec qui divise, c'est-à-dire que, ou bien également on peut représenter, on veut plutôt diviser notre cylindre de manière horizontale et formé par des vecteurs quoi? ER, Eθ. Ouais. Donc c'est comme si on vient ici en fait pour dire que notre champ E là est élément à la fois de ER, Eθ, inter ER, EZ. Donc, vous savez, quand on parle de l'intersection, on garde le vecteur qui se répète. Donc, on élimine ça, on élimine ça. C'est comme si finalement notre champ E dépendait seulement de ER. Ça veut dire que finalement, voici l'expression du champ E qu'on a. Voilà. Oui. Donc, on dit, puis on nous a dit, la question nous a demandé étudier en fait les invariances, les symétries et de déduire la direction et les variables dont dépend le champ E. Donc, on a déduit que E dépend seulement de la variable R et du vecteur ER. Donc, on passe donc à la troisième question. Donc, on dit que par application de la méthode directe, donc sans appliquer le théorème de Gauss, on demande d'exprimer le champ électrostatique EM créé en un point M distant de R. Donc, c'est la question pour la question 3. Calculons E par la méthode directe. Donc, comme j'ai dit, je vais essayer encore de représenter ici un fil ici. On a un fil qui est là. Donc, on va représenter en fait, on va calculer le champ, par exemple, en un point M de l'espace. On va prendre le point M qui est là, qui est distant d'une distance R, qui est distant de R. Donc, ici, on a R. Et donc, c'est-à-dire qu'on va construire, comment je vais dire ça, construire toujours un élément du fil qui va créer un champ au point M. Qui va créer un champ au point M. Qui va créer un champ au point M. Donc, on a ça. Et je vois. Donc, c'est comme si, en fait, ici, on peut considérer P qui est un point de cet élément, en fait. Et voilà. Donc, on a ça. Et on va créer le champ là. Donc, ici, pour l'orientation, comme on a choisi un repère et plutôt des coordonnées cylindriques, on considère plus ici R, on a déjà R qui est distant de, et le point M qui est distant de R, de fil. Ça, c'est le fil. Donc, on va déjà considérer ça comme ER, et on considère EZ comme l'axe
verticale. Donc, E θ, en appliquant la règle de la main droite, normalement, on va trouver que E θ est un vecteur qui est dans ce sens. E θ est un vecteur qui est dans ce sens. Et je vois. Donc, maintenant, on a eu ça. Donc, il va rester maintenant à déterminer D de E. Vous savez que quoi? On a dit que D de E, on a quoi? Plusieurs pour, on a E. E égale à quoi? ER. ER. C'est-à-dire que D de E égale à D de ER. D de ER. ER, je vois. Donc, maintenant, on va d'abord représenter le champ. Voilà. C'est comme si le champ D de E est là. C'est comme le champ D de E. D de E. D de E est là. Donc, ça, c'est ER. Ça, ouais. On peut noter ce temps-là comme θ. Comme θ. Donc, pour calculer E là, on ne peut pas calculer E directement. Il faut calculer d'abord D de E et intégrer D de E pour trouver E. Donc, pour calculer E, il nous faut d'abord déterminer D de E, ER. Donc, pour déterminer D de ER, on a deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est de faire le produit scalaire. Puisqu'on sait que la projection avait réduit à un produit scalaire. Je vois, puis D de ER là, c'est un élément de E, de D de E. Donc, ça veut dire que pour déterminer D de E, il faut faire une projection. Donc, on doit passer par un produit scalaire. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en fait là, que D de E là, ça fait quoi? Ça fait D de E, ouais, vectoriel là, ER. Ouais. Donc, on sait que le produit scalaire, ça fait quoi? Ça fait module là, de D de E. Enfin, module de quoi? Module de ER. Fois quoi? Fois cosinus D de E. Ouais. ER. Or, ce temps là, on a dit quoi? On dit ça θ. Oui, on a dit ça θ. Donc, c'est comme si finalement, on peut dire que D de ER, là, ça fait, puis ça, également, ça fait 1. ER, c'est un vecteur unitaire, ça fait 1. Donc, finalement, c'est comme si c'était D de E. D de E, quoi? D de E cosinus. Cosinus de θ. C'est comme si c'était finalement égal à quoi? À D de E cosinus de θ. Et donc, on sait que quoi? D de E est donné par quoi? D de E est un champ créé par, comment j'ai dit ça? Par un élément. Et on sait que quoi? D de E, d'abord, le vecteur D de E, c'est quoi? C'est, comment je dis ça? C'est D de Q. D de Q sur 4pi, epsilon 0. La distance qui sépare les deux là, c'est PM. Donc, PM au carré fois un vecteur, voilà, un vecteur qui dirige ça. Un vecteur U, on sait que c'est ER. Lui, il est suivant, plutôt ER. Donc, on peut mettre ER. Et je vois. Bon, on peut mettre d'abord un vecteur U qui dirige ça. Puis, nous, on veut seulement le module. Donc, c'est comme si le module là, de D de E là, en fait là, le module de D de E là, ça fait D de Q sur 4pi, epsilon 0, PM au carré. PM au carré. Et bon, plutôt c'est pas PM, c'est R. Je me suis trompé puisqu'on a dit qu'en fait là, celui-là est distant. C'est distant de R. C'est distant de R. C'est ce qu'ils ont dit, c'est distant de R. Oui, c'est ça, c'est PM. Il n'y a pas de souci. C'est PM au carré. Et je vois. Mais c'est comme si on venait pour dire que si en fait, on a dit de ER égale à quoi? À D de Q, plutôt sur 4pi, epsilon 0, PM au carré, vous voyez, cosinus de θ. Or, on sait que quoi? On a la distribution lambda qui est égale à quoi? D de Q sur D de R qui est l'élément. Donc, c'est comme si D de Q égale à lambda D de R, c'est-à-dire qu'on aura quoi? D de ER égale à quoi? À lambda D de R. Voilà. Cosinus θ, plutôt sur 4pi epsilon 0, PM au carré. Et je vois. Donc, maintenant, il va essayer maintenant à exprimer l'une des variables en fonction des autres. Puis, on sait que ici, là, ici, on a quoi? Ici, on a L. Oui, ici, on a θ. Donc, c'est-à-dire qu'on doit exprimer comme vous l'avez regardé dans les vidéos précédentes. Et ici, c'est PM. On va prendre d'abord cosinus de θ. Cosinus de θ. Par exemple, on peut exprimer DL en fonction des autres variables et PM également en fonction des autres variables et remplacer DL et 1 sur PM au carré. Oui. Donc, si on prend cosinus de θ, ça fait quoi? Ça fait R qui est le côté adjacent sur PM. Si on prend le cosinus, ça fait R sur PM. Et donc, si on prend sinus, le sinus, ça fait L sur PM. C'est-à-dire qu'on prend la tangente. Donc, sinus de θ sur cosinus de θ, c'est égal à quoi? L sur PM multiplié par PM sur R. Donc, c'est comme si on a tangente de θ égale à quoi? Égale à L sur R. C'est-à-dire qu'il nous va quoi? L égale à R tangente de θ. C'est-à-dire qu'on dérive, puis on veut D de L. Et on sait que R n'est pas invariant. C'est du temps de la invariante. C'est la distance entre le fil et le point R. R est invariant. C'est comme si D de L égale à quoi? R dérivé de tangente θ d θ. C'est-à-dire que D de L égale à quoi? R fois, puis la dérivée du tangente, c'est 1 sur cosinus carré de θ. D de θ. Donc, on a DR. Il suffit maintenant de prendre et PM. On sait que si on a cosinus de θ égale à R sur PM, c'est-à-dire qu'on va tirer R
et PM plutôt. PM c'est égal à quoi? À R sur cosinus de θ. Donc on prend l'inverse puisqu'on veut 1 sur PM au carré. Donc c'est comme si 1 sur PM là égale à cosinus de θ sur R. C'est-à-dire qu'on aura quoi? 1 sur PM au carré égale à cosinus carré de θ sur R au carré. Donc on vient maintenant pour remplacer cette expression. C'est comme si on aura quoi? D de ER égale à quoi? Lambda sur 4pi epsilon 0. Ouais. On garde lambda sur 4pi epsilon 0. On remplace dr par son expression. 1 sur pi au carré par son expression. Il va rester cosinus de θ. Donc, il y a cosinus de θ multiplié par quoi? On sait que l'autre là c'est quoi? C'est R sur cosinus carré de θ multiplié par cosinus carré de θ sur R au carré de θ. Donc, on a remplacé, donc c'est comme si c'était ER finalement. Si on s'est simplifié, c'est comme si c'était à la quoi? À lambda R cosinus de θ. Ouais. Il va laisser un R en bas sur 4pi epsilon 0 R de θ. Et c'est vrai. Mais c'est comme si finalement on a quoi? Puis on veut ER. ER égale à quoi? Ah, donc je vais ici. ER égale à l'intégrale de d de ER. C'est-à-dire que quoi? ER égale à l'intégrale de lambda R cosinus de θ, tout sur 4pi epsilon 0 R de θ. Et donc la variable ici c'est θ. La variable ici c'est θ. Il n'y a pas de R au numérateur, il n'y a pas de R au numérateur, pas de R au numérateur. C'est comme si c'était donc lambda sur 4pi epsilon 0 R intégrale. Donc on intègre entre θ1 et θ2, entre deux valeurs de θ. Donc cosinus θ d θ. On sait que la primitive c'est sinus θ. Donc 4pi epsilon 0 est sinus de θ, puis entre θ1 et θ2, ça c'est ER. C'est-à-dire que finalement, on aura ER égale à quoi? Lambda sur 4pi epsilon 0 R sinus de θ2 moins sinus de θ1. Voici ER. Donc finalement, c'est comme si on a quoi? Puis on voulait E. E égale à quoi? On avait E égale à ER. ER, puis E dépendait seulement de ER. Donc finalement, c'est comme si notre champ E là égale à quoi? À lambda sur 4pi epsilon 0 R de quoi? Sinus θ2 moins sinus θ1 ER. Voici l'expression du champ créé par un fil simple. Par un fil simple. Puisqu'on veut l'expression du champ créé par un fil infini. Oui. L'expression créée par, on veut créer par un fil infini. On a un fil infini. Donc, on sait que pour un fil infini, comme on a toujours dit dans les autres vidéos, pour un fil infini, puis on a un fil infini comme ça. Donc, en fait, lorsqu'on, si par exemple, on a la représentation, on peut prendre cet angle comme θ1, on prend celui-là comme θ2. Pour un fil infini, c'est-à-dire que θ2 va augmenter, θ2 va augmenter. Puis je voyais que lorsqu'on augmente, par exemple, θ2 comme ça, le fil augmente de longueur. Oui, le fil augmente de longueur. Donc, c'est-à-dire qu'on augmente θ2 jusqu'à avoir quoi? Avoir pi demi. Et donc, on augmente aussi θ1. On augmente θ1 jusqu'à avoir quoi? Moins pi demi, puisque ce sont des angles orientés. Donc, on augmente θ1, avoir moins pi demi, et θ2 avoir pi demi. Donc, ça fait que le fil là part vers l'infini. Donc, on va dire que quoi? Un fil infini là, θ2 là, en fait, tend vers plus pi demi. Et quoi? Et θ1 tend vers moins pi demi. Donc, c'est comme si on aura quoi? Sinus plutôt de θ2, c'est égal à sinus de pi demi qui est égal à 1. Et sinus de θ1, ça fait sinus de moins pi demi qui est aussi égal à quoi? À moins 1. Ça va moins 1. Donc, c'est comme si finalement on aura pas le E pour un fil infini là, c'est égal à quoi? Lambda sur. Puis ça, c'est seulement pour un fil. Et pour un fil infini, il faut prendre θ2 vers plus pi demi et θ1 vers moins pi demi. Et on aura maintenant pour un fil infini. Donc, epsilon 0 R, facteur de quoi? 1 plus 1, ER tout simplement. Donc, c'est comme si, finalement, le champ pour un fil infini là égal à quoi? À 2 lambda sur 4pi epsilon 0 R, ER. C'est-à-dire que finalement, on aura quoi? E pour les fils infini là égal à quoi? Les deux vont se simplifier par c'est lambda sur 2pi epsilon 0 R, ER. Voici le champ créé par un fil là, par un fil infini en un point M. C'est le champ créé par un fil infini en un point M. Et donc, vous voyez que pour la quatrième question, voilà. Pour la quatrième question, on dit que quoi? À partir du résultat de la question 3, déterminer le champ des sources créé par un. Bon, on a déjà répondu à la question 1. Voilà, on a déjà répondu à la question
Non, on n'a pas répondu à la question. Voilà. Donc, on demande à partir de la question 3, déterminer le champ électrostatique créé maintenant par un plan infini. Voilà. Puis on veut maintenant le champ électrostatique créé par un plan infini. Uniformément à surface. Puisque pour un plan, on parle de surface. On parle de distribution surfacique. Donc, on parle de distribution surfacique sigma. En un point M également de l'espace. Et on demande, on donne de l'air, on nous dit en fait de découper en fait ce plan-là en une infinité de fils d'épaisseur dx. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. C'est-à-dire que nous allons utiliser cette expression-là. C'est ce qu'on a pour travailler. Donc, comme on a dit, pour un plan infini là, on découpe le plan, en plusieurs fils, infinis. Donc, je vais essayer ici de représenter en fait un peu, mais ce sera pas trop ça, mais je vais courir représenter. Donc, on essaie de représenter un plan comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit on découpe le plan en plusieurs fils. Oui, voici un fil comme ça. Un premier fil du plan. C'est un deuxième fil par exemple. C'est un troisième fil. C'est un quatrième fil. C'est un cinquième fil. Vous voyez? Et on dit qu'en fait, chaque fil là a pour épaisseur dx. Donc, EX, donc en fait, on donne déjà, et comment je vais dire ça, l'indice de pouvoir en fait choisir. Par exemple, pour un plan en fait, on choisit, pour l'étude en fait, pour l'étude d'un plan, on va choisir un repère cartésien. Pour l'étude d'un plan, on choisit un repère cartésien. Vous voyez? Puis on a les fils qui ont pour épaisseur EX. C'est-à-dire qu'on on va prendre ce plan là comme EX. On va prendre ce plan là comme EX. Puis en fait, les épaisseurs là, c'est EX. Les épaisseurs, c'est EX. Donc, on prend en même temps ce plan là comme EX. Et on prend le plan qui est perpendiculaire au plan là comme quoi? Comme EZ. Le plan comme EZ. On prend ce plan là comme EZ. Et donc, ce plan qui va rester maintenant, c'est le troisième plan qui sera quoi? EY. Puis ce point repère cartésien, on a EX, EY, EZ. Donc, voici ce qu'on va obtenir ici. Donc, c'est la même chose, puisque c'est comme si chaque fil maintenant, infini maintenant va créer, voilà, un champ au point M. Chaque fil infini va créer un plan au point M de l'espace. On va ensuite croiser ce fil là, par exemple, il va créer un champ au point M. Voilà. Ça, c'est pour un fil. Ça, c'est pour un fil. Voici le champ DDE créé par un fil là, au point M. Sur le plan, voici le champ créé par un fil là, au point M. Donc, on peut encore représenter ça comme θ et ça comme θ. Mais ce qu'on va faire ici là, c'est que pour un fil infini, on a quoi? C'est que pour un fil infini, on a dit que quoi? On avait trouvé E. On avait trouvé E qui est égal à quoi? À lambda sur 2 pi epsilon 0 RER. Donc, D de E aussi sera égal à la même chose. C'est-à-dire que, puisque ici, on va pas prendre E, puisque en fait, c'est pas en fait, le fil qui va créer, genre, et comment je dis ça, créer E. Le fil va créer un champ D de E. Maintenant, c'est tous les fils, en fait, la combinaison de tous les fils, voilà, qui constitue le plan. Donc, c'est le plan, en fait, qui crée le champ E. Donc, ici, on ne peut plus prendre, en fait, pour un fil E. Il faut prendre D de E. Je vois. Donc, c'est comme si chaque fil crée D de E. Et donc, la combinaison de tous les fils maintenant va donner E. Donc, pour un fil infini là, on prend D de E égal à quoi? 2 pi epsilon 0. Et donc, on prend la même expression qu'on avait trouvée. Il suffit de mettre D de E. Je vois. ER. Donc maintenant, il reste maintenant à passer maintenant de la distribution linéaire à la distribution surfacique. Parce que ça, c'est pour la distribution d'un fil. C'est-à-dire que c'est la distribution linéaire. Donc, on va passer, passage de la distribution linéaire à la distribution surfacique. C'est-à-dire que quoi? On veut passer en fait du fil vers le plan. C'est pour ça qu'on passe de la distribution linéaire vers la distribution surfacique. Parce qu'ici, et on a un plan, on veut calculer le champ créé par un plan infini. Donc, il faut passer du fil vers le plan. Donc, pour cela, on sait que quoi? Pour une distribution linéaire, on sait que quoi? La distribution linéaire est définie par la densité lambda qui est égale à quoi? À 2Q sur la longueur du fil. Puis pour chaque fil, pour longueur L, on définit L comme la longueur du fil. Et pour une distribution surfacique, c'est sigma qui est aussi égal à quoi? À 2Q. Mais maintenant sur quoi? DS. DS qui est maintenant qui est un élément de surface. Et je vois, c'est un élément de surface du plan. Donc, finalement, on va tirer quoi? Le D de Q. Parce que, comme si premièrement, on a D de Q égale à lambda L et quoi? Ici, on a D de Q égale à sigma DS. On sait que quoi? Lorsqu'on a un fil là,
comme si on avait dit qu'un fil est équivalent à un cylindre. Maintenant, la longueur là, c'est quoi? C'est cette longueur là qui est L. Vous voyez? Et l'épaisseur là, l'épaisseur qui est dx. Donc, on sait que quoi? C'est comme si on croisait ça avec un rectangle et on veut calculer la surface ds. La surface, ça fait longueur fois largeur. Donc, c'est comme si c'était L fois dx. Ouais. Donc, c'est comme si on remplaçait ici par quoi? L dx. Donc, finalement, c'est comme si on a quoi? À 2q égale à lambda L. Et 2q égale à quoi? Sigma L dx. C'est-à-dire que finalement, on peut égaliser les deux 2q. C'est qu'on a lambda L égale à sigma L dx. On supprime les L, c'est qu'on a sigma égale à lambda plutôt égale à quoi? À sigma dx. Et c'est vrai. Donc, c'est comme si en fait, on remplace maintenant, on remplace cela ici dans cette expression. Donc, c'est comme si finalement on aura quoi? À d de e égale à quoi? d de e égale à quoi? À sigma dx sur quoi? Sur 2pi epsilon 0 r. Et ici, en fait, on veut le module. On veut juste prendre le module parce qu'on n'aura pas vraiment besoin de l'expression vectorielle. On aura besoin, en fait, du module. Et je vais vous expliquer ça tout de suite parce que on va prendre le module. Vous voyez. Puis, en fait, ici, là, ça, c'est l'orientation du champ E pour un fil. On va prendre maintenant. Puis, on ne sait pas, en fait, le champ E créé par le plan là est orienté dans quel sens. C'est ce que nous allons voir. Puis, le plan là est conçu par plusieurs fils. Vous voyez. Plusieurs fils. Et donc, vous voyez qu'en fait, là, chaque fil, en fait, crée un champ DDE suivant ER. Par exemple, ce fil-là aussi va créer un champ, comme ça, qui va venir vers là. Ce fil-là, il va créer un champ, qui va venir comme ça. Donc, ce fil-là, donc, ce fil aussi va créer un champ comme ça. Vous voyez? Chaque fil va créer un champ. Chaque fil va créer un champ au point M. Donc, ce qu'on fait en fait là, vous voyez qu'en fait, tous les fils là convergent. Convergent, en fait, tous les fils là vont converger finalement vers quoi? Vers EZ qui est là. Vous voyez? C'est comme si tous les fils du plan là convergent vers de EZ. Donc, en quoi? Tous les fils du plan convergent vers quoi? Vers EZ. Donc, c'est comme si le champ D de E le champ, en fait, là, le champ et D de E du plan est suivant EZ. Donc, D de E du plan est suivant EZ. C'est-à-dire que pour le plan, on n'aura pas D de E égale à quoi? D de EZ, la composante D de EZ, EZ. Et donc, si on intègre, c'est comme si on aura E égale à quoi? EZ. Voilà. Donc, maintenant, il va rester maintenant à déterminer la composante D de E. D de EZ, tout simplement pour déterminer E. On sait que on peut faire la projection ou bien le produit scalaire comme on a toujours dit. Donc, c'est comme si D de EZ, là, c'est une projection et c'est un produit scalaire de D de E et EZ. C'est comme si tu as là quoi? Module de D de E fois module de EZ fois cosinus de l'angle D de E, EZ, tout simplement. Donc, c'est comme si on peut dire que quoi? D de EZ là quoi? Puis le module de ça, ça fait 1, c'est un vecteur unitaire. Donc, c'est comme si tu as là quoi? D de E cosinus de θ. Donc, c'est pour ça, en fait, je vais dire que on a besoin juste du module de D de E. Ouais, c'est ce module là qu'on va étudier là. Donc, on avait juste besoin de ce module là. Et c'est vrai. Puis, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est pour un fil. Donc, il fallait trouver l'orientation du plan. Et c'est vrai. Donc, finalement, on a ça. Donc, c'est comme s'il faut remplacer maintenant D de E par son expression. Essayer d'intégrer D et Z maintenant pour trouver. Et c'est vrai. Donc, c'est comme si maintenant on a quoi? Si on remplace, comme si on avait D de EZ égale à quoi? À sigma dx. L'expression qu'on a trouvée sur quoi? Sur 2pi epsilon 0. Et c'est 2pi epsilon 0 R. L'expression qu'on avait trouvée. Et c'est vrai. 2pi epsilon 0 R. Vous voyez? Cosinus de θ. Et c'est vrai. On sait que quoi? EZ, c'est l'intégrale de 2 de EZ. Et c'est vrai. Donc, c'est comme si finalement, EZ égale à quoi? L'intégrale de sigma dx sur 2pi epsilon 0 R cosinus de θ. Et c'est la même chose. On va essayer d'isoler en fait ici pour essayer de faire les projections. On sait qu'ici en fait là, ça c'est suivant comment X. Ça c'est suivant X. Ça c'est X. Ce plan là c'est quoi? C'est Z. Et celui-là c'est quoi? Celui-là normal, celui-là c'est R. Puis c'est là. Celui-là était suivant ER. Et je vois. Celui-là était suivant ER. Normalement ça c'est quoi? Ça c'est ER. Ça c'est R plutôt. Donc, c'est comme si l'isolation qu'on a ici là. On va isoler le schéma qui est là-bas, là, pour mieux faire la projection. Et celui-là reste toujours θ, hein. Là, c'est X. Vous voyez? Là, c'est quoi? R. Et là, c'est quoi? Là, c'est Z. Donc, on va faire la même chose. On va prendre, par exemple, cosinus de θ. Bon, on peut, par exemple, prendre d'abord R. D'après Pythagore, c'est que R au carré égale à quoi?
x au carré plus z au carré. C'est comme si r égale à quoi? La racine carrée de x au carré plus z au carré. Et on prend maintenant cosinus de θ pour voir ce que ça donne. Cosinus de θ, ça fait r, z sur r, c'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait z sur la racine carrée de x au carré plus z au carré. Et donc, on vient en place pour trouver l'expression. Mais comme si on aura quoi? Finalement, z égale à quoi? On peut faire sortir sigma sur 2pi, epsilon 0. Puis ça, c'est une constante. Sigma sur 2pi, epsilon 0. Soit l'intégrale de quoi? On aura quoi? On remplace maintenant. On va garder dx. On sait qu'on va garder dx. On aura 1 sur r ici. On veut 1 sur r. On fait 1 sur racine carrée de x au carré plus z au carré. Donc, on va remplacer par, on aura 1 sur racine carrée de x au carré plus z au carré. On a remplacé 1 sur r par là. On va laisser maintenant remplacer cosinus de θ fois z sur racine carrée de x au carré plus z au carré dx. On sait que la variable ici c'est x. Donc, c'est comme si z n'était pas. On peut faire sauter encore z. Comme si on aura finalement sigma z sur 2pi epsilon 0, l'intégrale de quoi? L'intégrale de dx sur racine carrée de x au carré plus z au carré. Et donc, pour un flanc infini, on intègre toujours entre quoi? Moins l'infini et plus l'infini. Donc, si vous trouvez l'intégrale de ça, vous trouvez, voilà, et la valeur. Et je pense ici, on a un produit, c'est comme si on aura au carré, puis on aura ça, fois ça, donc on a un truc au carré. Donc, finalement, c'est comme si on aura quoi? Ez égale quoi? À sigma z de tout sur quoi? 2pi epsilon 0, et je vois l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de quoi? De dx sur x au carré plus z au carré. On sait que quoi? La primitive de 1 sur x carré, par exemple, plus a carré, a qui est une constante, c'est 1 sur a fois l'arc tangente de x sur a. Donc, c'est comme si notre x ici, ça reste x. Notre z qui est la constante, c'est a. Donc, c'est comme si finalement, ez égale à quoi? Sigma z sur 2pi fois 0. Vous voyez? Donc, comme on dit, c'est 1 sur quoi? 1 sur z. Arc tangente de x sur z. C'est z qui est notre variable a ici. Et vous voyez? Et on trouve toujours moins l'infini et plus l'infini. Donc, on avance, comme si on a quoi? Ez égale à sigma z sur 2pi epsilon 0. Vous voyez? 1 sur z. Donc, on peut déjà faire sortir le 1 sur z là. Avec celui-là, ça va partir. Donc, il va dire quoi? Tangente de quoi? De plus l'infini sur z. Plus z, c'est une constante. Plus l'infini sur une constante, ça fait plus l'infini. De ce que on a arc tangente de plus l'infini, moins l'arc tangente de moins l'infini. Donc, ce fait que finalement, on a quoi? On a quoi? Sigma sur 2pi epsilon 0. Arc tangente de plus l'infini. On sait que arc tangente de moins a égale à moins arc tangente de a. Arc tangente de moins a. Moins arc tangente de a. C'est-à-dire que si on peut faire sortir un moins. Donc, c'est comme si on avait moins, en parenthèse, moins l'arc tangente de quoi? De plus l'infini. Comme si on faisait sortir ce moins, il va laisser plus l'infini, non? Donc, comme si on avait ez égale à quoi? À sigma sur 2pi epsilon 0. Arc tangente de plus l'infini plus arc tangente de plus l'infini. Or, si on avait deux fois arc tangente de plus l'infini, si on avait ez égale à sigma sur 2pi epsilon 0, 2 arc tangente de plus l'infini. On sait que arc tangente de plus l'infini, ça fait quoi? Ça fait pi demi. Arc tangente de plus l'infini là, égale à quoi? À pi demi. Donc, c'est comme si ez égale à sigma sur 2pi epsilon 0 fois quoi? 2pi sur 2. Donc, c'est comme si c'était fois pi. Donc, c'est comme si, en fait, ez, si ces deux vont se simplifier, égale à sigma sur 2 epsilon. Sigma sur 2 epsilon. Et c'est vrai. Donc, c'est comme si, finalement, en fait, on avait donc le champ E, puis on avait E qui dépendait le champ E seulement qui dépendait de quoi? De ez. Donc, c'est comme si, finalement, on a quoi? On a E créé par un plan infini là, ça fait sigma sur 2 epsilon 0 ez. Voici le champ E créé par un plan infini. Alors, cher ami, on avance avec la question qui va suivre. La question qui suit, c'est la question 5. Et donc, on demande de déduire le champ électrostatique créé par deux plans infinis parallèles, chargés uniformément en une surface en un point M qui est situé à l'intérieur des deux plans. On dit que les deux plans sont respectivement de densité moins sigma plus sigma constant. Donc, c'est-à-dire que ici, on a deux plans infinis.
On a deux plans infinis qui sont parallèles. Voici un premier plan, voici un deuxième plan. Vous voyez, une variable comme ça, on va dire ça comme ça. Donc, par exemple, on peut supposer que celui-là est chargé. Donc, on peut supposer, par exemple, que celui-là est chargé moins sigma, celui-là plus sigma. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est que maintenant, on peut toujours orienter sur, on sait que c'est suivant toujours EZ, puisque E est orienté suivant EZ. Et maintenant, on veut le champ créé, par exemple, en un point M, à l'intérieur du plan. Et on sait que le champ E est toujours quoi? Et définir la source vers le point. Ça veut dire que le champ E, en fait, pour ce plan-là, c'est défini, le champ E créé par ce plan au point M là. Ça sera défini de la source qui est ça vers le point. Ça veut dire que l'orientation là sera dans ce sens. Et ça, ouais. Donc, maintenant, comme on doit représenter ici, c'est comme si on aura quoi? Un champ, par exemple, notons E1, créé par ce plan-là, ce plan 1. Voilà, au point M. Puisque le plan est défini de la source vers le point. La source, c'est ce fil. Le point, c'est ça. Donc, le vecteur, c'est ça. Et donc, le champ aussi créé par ce plan-là, c'est défini plutôt de ce plan infini-là. C'est défini de ce plan vers le point. Donc, c'est orienté dans ce sens. Voici un champ E2 créé. Donc, le champ total E créé à l'intérieur du point M là, c'est bien sûr égal à la somme des deux, c'est-à-dire qu'il est égal à quoi? E1 plus quoi? Plus E2. Est-ce que vous voyez? On sait que quoi? E1, c'est suivant quoi? C'est suivant EZ. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est chargé, c'est plus sigma. Est-ce que vous voyez? C'est comme si c'était plus sigma. C'est comme si on avait plus sigma sur 2 epsilon. Maintenant, c'est ça suivant quoi? Ça, c'est, comment dire ça? E1 opposé à EZ, puisque E1 est dans ce sens. EZ est dans ce sens, donc c'est moins, suivant quoi? Moins EZ. Et on sait que E2, lui, il est suivant EZ, mais ça, comment je dis ça, sa constante, ici là, c'est moins sigma. Donc, on remplace par moins sigma sur 2 epsilon 0. Maintenant, lui, il est suivant EZ. Voici E2. E2 est suivant EZ. Mais seulement que E2, la constante, c'est moins sigma. C'est-à-dire qu'on remplace ici par moins sigma. Donc, on obtient ça. Et c'est vrai. Donc, c'est comme si le champ final E égale à quoi? C'est comme si on aura moins sigma sur 2 epsilon EZ. Puis on amène ce moins là ici. Vous voyez? Moins sigma sur 2 epsilon EZ. Donc, moins également sigma sur 2 epsilon là, encore EZ. Mais c'est comme si finalement on obtenait quoi? E égale à quoi? À moins 2 sigma sur 2 epsilon EZ. Donc, c'est comme si finalement on a quoi? E égale à quoi? Moins sigma sur epsilon EZ. Voici le champ E créé à l'intérieur des deux plans. Voilà, le champ E créé à l'intérieur des deux plans, en un point M, à l'intérieur de ces deux plans. Alors, chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que encore j'ai été un peu explicatif aujourd'hui. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas toujours de poser vos questions en commentaire et on se retrouve encore très prochainement pour une nouvelle